მოგესალმებით საში დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მე იმედი მაქვს რომ დარბაზი ცოტა კიდევ უფრო შეივსება, იმიტომ რომ პარალელურად მიმდინარეობდა კიდევ ერთი დისკუსია ეროვნულ მუზეუმში და ხედავ რომ შემოგვერთა კიდევ მაყურებელი პუბლიკა. დღევანდელი დისკუსია ევროპის ფარგლებში ეხება სახელმწიფო მშენებლობას, ეხება რეფორმების პროცესს, რევოლუციის შემდგომ ინსტიტუციურ მშენებლობას. ჩვენი მოდერატორი ამ დისკუსიის დღეს არის ჯოშუა ლაფა, ეს არის ეკონომისტის, ჟურნალი ეკონომისტის მოსკოვის კორესპონდენტი. ის გადაცნობთ ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს და შემდგომ თქვენ იქნება საშუალება დავსვათ შეკითხვები დისკუსიის მონაწილეებს. სამწუხაროდ უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ დისკუსია უნდა დასრულდეს 8 საათზე, იმიტომ რომ სხვა ღონისძიება არის დაგეგმილი სტუმრებისთვის შემდგომში. ამისთვის დიდ ბოდიშს ვერ გაგრძელდება იმდენად, რომ რამდენიც შეიძლება გსურდეს. On the far right is Martin Sadomas, member of the Lithuanian Parliament. Next is Mark Simov, Chief International Editor of Liberation. Next to me here is Serge Mikhailov, Professor at Sciences Po, who teaches international development issues. And to my left is George Schoflun, member of the European Parliament from Hungary. So today's panel is about using reform to build institutions and using those institutions to in turn develop and build states and build nations and communities. I'm interested, I think before we all talked about, the panelists, a number of relationships that are worth exploring, the relationship between state and nation, defining those terms and how each one is perhaps built separately and requires different inputs to achieve the best outcome. The pressures or challenges to building those institutions, whether they're quantitative in terms of economic or demographic pressures, or qualitative in terms of civil society or lack thereof, or rebuilding civil society after some time of a failed state. And also the question that many development experts debate about the order or the catch-22 of building institutions and building a state, and which comes first and how, or what the interplay between those two processes are. So with that, I want to be very brief so we have the most time for contributions from the panelists and then questions. I think we'll start with Serge Mikhailov, who has a short presentation for us. So I'll turn the floor over to him. Thank you. Disons que c'est sans doute en fait une présentation, je dirais, des problèmes qui guettent sur le moyen long terme de la Géorgie. C'est un petit peu par là que je voudrais aborder ces questions, dans la mesure où en fait ce qui est state building, etc., ne prend sa justification que dans un contexte où les problèmes globaux deviennent très importants. Alors, c'est un petit peu ces différentes questions que je voudrais voir avec vous et vous présenter un panorama des grands problèmes mondiaux qui se posent autour de la Géorgie. Donc je voudrais un petit peu revenir sur des problèmes assez généraux, c'est-à-dire avoir un regard rapide sur le monde en développement dans le contexte de la mondialisation. Deuxièmement, identifier quelques-uns des cyclones qui se profilent à l'horizon et dont il va falloir tenir compte. Repérer quelques possibles tsunamis, quelques problèmes, rappeler très rapidement quels sont les modèles de croissance que va devoir suivre la Géorgie, parler d'un cas d'un pays qui n'est pas totalement différent de la Géorgie et qui vient de s'échouer sur un certain nombre d'écoles et en tirer quelques conseils, et puis à partir de là, tirer quelques enseignements sur les problèmes de renforcement de l'attribution et création d'un État en Géorgie. Alors très vite, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde en développement, on s'aperçoit que ce tiers-monde est en fait éclaté en 5 à 6 différentes catégories. Alors, les puissances asiatiques, que sont l'Inde et la Chine, sont véritablement devenus des géants mondiaux. On sait que d'autres pays du tiers-monde ont suivi un petit peu le même chemin. Évidemment,
le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, les pays de ce genre-là. On sait également que les pays miniers et pétroliers sont un cas extrêmement particulier. Et puis, on sait également qu'il y a d'autres pays qui sont pas tout à fait des pays émergents, mais qui sont un peu des pays, je dirais, semi-émergents, qui sont partis un peu tard dans la course au développement, et bien font de leur mieux pour essayer de suivre les pays émergents. Et je placerai, je pense, dans cette catégorie la Géorgie, sachant que c'est évidemment son ambition dans ce domaine, mais qu'il y a aussi d'autres pays qui n'ont pas du tout réussi sur ce programme, qui sont toujours en train de s'interroger, de se demander un petit peu ce qu'ils vont faire entre une croissance rapide et puis au contraire la stagnation. La plupart sont en Afrique et en Asie du Sud, bientôt au Moyen-Orient, quelques-uns en Amérique latine. Et puis il y a des pays qui sont complètement à la dérive, qui sont pris dans une trappe à pauvreté, une trappe à conflit, et ça c'est une catégorie de pays qui pose des problèmes. Alors la grande surprise au plan mondial, c'est de constater la rapidité avec laquelle les pays puissances émergentes ont accru leur puissance, leur richesse depuis très peu de temps, depuis 15 ans pratiquement, c'est le cas de la Chine. Et puis un autre domaine quand même extrêmement surprenant, c'est, je dirais, une surprise, une mauvaise surprise, c'est de voir la multiplication des États faillis qui actuellement se comportent un peu comme des cancers, en voyant les métastases au niveau sous-régional. Évidemment, on a la Somalie, on a l'Afghanistan, on a le Yémen qui est en train de tourner de cette façon-là. Et là, on a quand même une multiplication de ces situations-là. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les pays qui ne se sont pas encore décidés entre le chemin de la croissance, le chemin des pays émergents, et en fait n'ont pas tellement d'alternatives. On s'aperçoit quand ils sont coincés par la croissance démographique, eh bien, en fin de compte, ils sont véritablement sur une position extrêmement instable sur le fil du rasoir, et le risque c'est de tomber, je dirais, dans la catégorie des États faillis, s'ils n'arrivent pas à prendre des réformes pour, je dirais, se lancer dans le côté émergent. Un cas typique aujourd'hui, c'est évidemment le cas de la Syrie, qui n'a pas réussi à, je dirais, prendre des décisions. Alors, dans ce nouveau monde un peu multipolaire, après la période de la guerre froide et la période de l'hyperpuissance américaine, quels sont les ouragans qui viennent? Eh bien, il y a un premier ouragan qui arrive, qui est, je dirais, un petit peu l'éléphant dans la salle de bain que personne ne voit. Eh bien, c'est, je dirais, les problèmes environnementaux globaux qui sont provoqués très largement par les économies émergentes aujourd'hui. Et l'impact le plus net va être dans le secteur énergétique, où on s'aperçoit que, en fin de compte, le modèle de croissance qui est suivi par les pays émergents, en particulier la Chine, mais c'est également de l'Inde, eh bien, on s'aperçoit que ces modèles sont incompatibles avec la généralisation du système de la classe moyenne, tel qu'on peut l'imaginer. On parle du pic pétrolier mondial, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On ne sait pas exactement quelle est la forme que va prendre finalement mais on voit bien qu'on n'a pas de visibilité en ce qui concerne la soutenabilité de notre modèle de croissance. Et sur ce plan-là, ce qui paraît très clair, c'est que dans un monde où dans 30 ans, on aura entre 9 et 10 milliards d'habitants, eh bien, ce qu'on peut savoir, ce qu'on sait déjà, c'est que peut-être 3 milliards feront partie des classes moyennes, mais certainement pas 9 ou 10 milliards. Ça veut dire que pour la Géorgie, si elle n'est pas dans l'eau qui est partie à temps, eh bien, elle n'arrivera pas à trouver sa place dans un monde qui ne pourra pas accommoder les classes moyennes de cette façon-là. Et il faut se dire qu'en fin de compte, il y a une contradiction entre le désir, je dirais, pour les pays qui sont en retard de réduire les inégalités au plan mondial, et puis la capacité environnementale, et ça va conduire à des frustrations considérables. L'autre grand problème, c'est que la masse croissante de personnes sous-employées au niveau mondial fait qu'on aura une pression terrible sur les salaires au niveau mondial. Ça va se traduire par des problèmes d'immigration, et c'est surtout la destruction d'emplois dans les pays développés et leur transfert dans les pays émergents qui va poser des problèmes. Alors, identifions aussi quelques possibles tsunamis qui se présentent. Alors, on a parlé des problèmes environnementaux globaux, des problèmes sociaux globaux liés à la présence d'une armée de main-d'œuvre extrêmement importante.
Alors, dans les dangers immédiats, on a les risques avec l'Iran. Je dirais une attaque israélienne, américaine sur l'Iran risque de conduire à une hausse des prix du pétrole, une crise économique gravissime. On a des problèmes au niveau de l'absence de consensus américain sur les aspects de politique fiscale, qui peut mettre en péril sur le moyen terme de l'art. On a la crise de l'euro, qui peut provoquer également une dépression très grave. On a des risques de nationalisme chinois avec, je dirais, des ambitions américaines encore sur la manière de Chine, avec des risques. Donc on voit qu'on a un environnement international qui est quand même très, très inquiétant. Alors je repasse très très rapidement sur les modèles de croissance qui ont réussi, le modèle à base d'exportation de marchandises, suivi par d'abord le Japon, ensuite les 4 dragons et puis la Chine. Le modèle d'exportation des services, tel que l'Inde pratique également maintenant un ensemble de pays, comme Maurice, Singapour, etc. Et puis le modèle dans lequel on exporte une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, modèle qui a été mis en œuvre avec succès par les Philippines. Alors je rappelle simplement que le modèle de croissance sur le type asiatique, qui implique une intégration dans les chaînes de croissance mondiale, a beaucoup de succès. Contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce que imaginent les Français, les services ne sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués dans 40 pays différents, et puis ils sont simplement assemblés en France. Et on voit que 40 pays profitent en fin de compte de la fabrication de Airbus. On voit également que les possibilités d'exportation de services sont extrêmement développées. L'Inde est leader dans ce domaine-là, les Philippines ont également développé leur activité d'exportation de services, la Chine fait tout cela. Alors quelques mots maintenant sur un petit pays qui a, je dirais, pas trop mal marché jusque-là, je pense à la Tunisie. Et la Tunisie, aujourd'hui, c'est quand même pas mal planté, donc je crois qu'il y a quelques leçons pour la Géorgie peut tirer de tout ça. Qu'est-ce qu'a fait la Tunisie? Bon, c'est des pays qui n'avaient pas beaucoup de ressources, qui a été relativement bien géré pendant pas mal d'années, et puis qui a investi sérieusement dans son industrie, ses services, y compris le tourisme, son infrastructure, la logistique, l'éducation, les secteurs sociaux. Et puis on s'aperçoit, que la Tunisie s'est aujourd'hui bien plantée sur des écueils, simplement qu'il y a eu un écart entre les contraintes démographiques et